L'AFJA, en partenariat avec le CIRPA, présente le Forum Agrofourniture 2015 sur le thème « Contribution de la filière agrofourniture aux objectifs de la COP 21 ». Alors, vous connaissez notre thème du jour, j'allais dire, on en rabat les oreilles depuis combien, les 15 jours maintenant. J'allais dire, plus vert que moi, tu meurs. Moi, c'est la sensation que j'ai, hein. Le greenwashing vit de belles heures en ce moment, depuis quelques jours. Les vendeurs d'énergie, les vendeurs d'automobiles, les vendeurs de tout ce qu'on veut. Le monde agricole est très mobilisé, moi en tant qu'observateur, c'est ça qui m'a frappé, très mobilisé sur cet enjeu de climat et de COP21, avec un certain succès d'ailleurs. On entend beaucoup les syndicats, on entend beaucoup les agriculteurs sur ce thème du climat. Alors moi j'ai l'impression de les entendre beaucoup, il y a beaucoup de conférences là-dessus, mais les fournisseurs un peu moins. J'ai l'impression que je les ai peu ou pas entendus pour certains d'entre eux sur cette question. Donc cet après-midi, on va les entendre et on va leur demander ce qu'ils font. Alors ce qu'ils font au niveau du processus de production, à l'usine, sur la logistique, et ce qu'ils font au niveau du service rendu à l'agriculteur, dans le produit qu'ils proposent. Est-ce que ça permet de réduire l'empreinte carbone, ou voire aussi de s'adapter, puisque le changement climatique est forcément devant nous. Alors on va commencer, j'allais dire, dans un ordre médiatique, polémique, puisque, semble-t-il, quand on entend les médias, et on va nous poser la question à Stéphane Radet, pour l'alimentation animale, quand on entend les médias et qu'on parle de réchauffement climatique, le premier contributeur à la ferme, c'est l'élevage. Et l'élevage, notamment des ruminants, surtout même des ruminants, hein, parce que tu feras peut-être, mais je crois que les autres n'émettent pas de gaz à effet de serre particulièrement. Et donc, on va se demander, est-ce qu'on peut faire des choses dans le secteur de l'alimentation animale, 1, sur la logistique, et 2, sur les produits vendus. 3% du coût carbone d'un aliment, c'est sa fabrication. Sa fabrication, c'est quoi? C'est l'énergie qui est nécessaire pour faire des granulés, pour faire des miettes, pour faire de la farine, c'est-à-dire les mélanges des différentes matières premières qui sont utilisées en alimentation animale. Ensuite, vous avez 7%. 7%, c'est le transport. Un poste inconséquent, mais qui finalement ne représente que 7%. 1% de divers. Et puis, 89%, ça c'est le constat que nous avons fait et qui a généré tous les travaux que nous avons mis en place depuis 3 ou 4 ans. 89% du poids des aliments pour animaux en coût carbone est représenté par le poids carbone des matières premières et des additifs que nous utilisons en alimentation animale. On voit évidemment qu'il a fallu travailler sur la formulation des aliments, puisqu'à partir du moment où on fait le constat que c'est évidemment les matières premières qui pèsent le plus en termes de carbone, pour ne prendre que le poids carbone, hein, parce qu'on a fait des études sur d'autres effets, évidemment on va travailler sur les matières premières que nous allons utiliser en alimentation animale. Et quand on travaille sur les matières premières que l'on utilise en alimentation animale, on travaille sur la formulation, c'est-à-dire sur les recettes qui vont associer les différentes matières premières pour arriver à l'objectif nutritionnel qu'on va donner aux animaux. C'est très important d'entendre l'objectif nutritionnel que l'on va donner aux animaux. Parce que la clé, c'est pas simplement, allez, je considère que cette matière première a un mauvais impact environnemental, donc je vais l'écarter de mes formules. Non, on est toujours dans l'efficience que je vous montrais juste avant, c'est-à-dire entre la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la qualité de nos produits et la compétitivité. Deuxième poste, la logistique, c'est-à-dire optimiser nos transports, parce que les transports, c'est amener la matière première jusqu'à nos usines, et ensuite livrer des aliments jusque dans les élevages. Et donc c'est à ces deux niveaux-là que nous avons travaillé pour limiter le plus possible l'impact carbone par rapport au coût de transport. Et puis la consommation d'énergie en usine, même si vous avez vu la part relative, nous avons également travaillé sur ce poste. Je passe à la logistique très rapidement. Pourquoi notre secteur d'activité, vous vous souvenez peut-être de cette bataille, on était en première ligne, notre secteur d'activité a dit il nous faut passer nos camions de 40 tonnes à 44 tonnes. Pourquoi? Tout simplement parce que gain économique, mais pas seulement. Mettre 4 tonnes de plus dans un camion, c'est évidemment un coût, un avantage, y compris environnemental, direct, environnemental et économique. Pareil, même parallélisme. Je vais passer à l'optimisation des formules d'aliments. La traduction très concrète du produire plus avec moins, ce sont nos indices de consommation. Là, on est sur la réponse physique, massique de votre question, c'est-à-dire on va produire plus avec moins. Donc, moins d'utilisation de la ressource, de végétaux, mais aussi moins de rejet dans l'environnement au travers des animaux. Parce que moins ils mangent,
plus il optimise sa digestion, et donc moins il y a de rejet au travers des éjections. Et ça, on améliore la digestibilité avec des additifs, type des levures, qui vont améliorer la digestibilité des aliments, ou des micro-organismes. Si je fais un parallèle avec l'alimentation humaine, où vous pouvez consommer peut-être des micro-organismes au travers de produits lactés par exemple, on fait la même chose avec les animaux, sauf que nous, il n'y a pas de marque, il n'y a pas c'est pas les animaux qui on n'est pas sur la consommation, on est là sur de l'efficacité alimentaire et on est arrivé à le faire. Alors c'est un impact massif, mais on va plus loin. On va plus loin. On finit par là. Le cas de la vache. Le cas de la vache. Est-ce qu'on peut éviter qu'elle rejette des gaz à effet de serre? On est en train de développer à fond, et les centres de recherche travaillent à fond là-dessus, pour se réapproprier, pour connaître exactement comment fonctionne, même si on a de très bonnes connaissances, l'appareil digestif des ruminants. Et ce qu'on a su faire en monogastrique, on est en train d'apprendre à le faire au niveau des ruminants pour faire en sorte, même si la fermentation dans l'appareil digestif du ruminant existera toujours, pour faire en sorte d'améliorer ses performances. Alors, quelles sont les pistes aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui vient d'être inventé? Alors là, il y a un exemple que vous connaissez tous, je n'ai pas cité le nom, mais en utilisant certaines matières premières végétales naturellement riches en oméga 3, les études ont montré également qu'on avait une diminution du méthane de l'ordre de 15% sur ces animaux par rapport à ce régime alimentaire, par exemple. On a d'autres exemples. On est également en train de travailler sur l'utilisation de certains additifs, je les citais, notamment les levures pour améliorer la digestibilité des aliments. Les levures, on peut réduire, améliorer la digestion de l'animal pour qu'il produise moins de gaz à effet de serre. Et contrôler la fermentation également à l'intérieur de l'appareil digestif. Est-ce qu'on sait combien une tonne d'engrais à produire, ça émet de gaz à effet de serre? Alors, la production, j'ai les chiffres après, mais la production d'une tonne d'azote comme élément nutritif pour les engrais, c'est à peu près 2 tonnes de CO2. 2 tonnes de CO2. C'est pourquoi? C'est brûler du gaz en fait? On a besoin de brûler du gaz? Voilà, la principale source, aujourd'hui, la principale source d'émission de gaz à effet de serre, c'est le CO2 qu'on émet quand on fabrique l'ammoniac, qui est la matière première pour tous les engrais azotés. Sachant que les opérations ultérieures sont plutôt, comment dirais-je, exothermiques. Donc on récupère de la chaleur au travers de ces opérations de production. Donc en fait on récupère du CO2 aussi. D'accord. D'un mot le processus, parce que moi je ne connais absolument rien, même si j'ai visité une fois une de vos usines. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Quel est le processus chimique? Alors la matière première pour les engrais azotés, donc les autres matières premières, les autres éléments nutritifs, ce sont des matières premières minières, donc là, il y a de l'énergie d'extraction, etc. Et pour les engrais azotés, on est dans la chimie de synthèse, on utilise du gaz naturel comme matière première et comme source d'énergie, c'est une espèce de double utilisation dans une réaction chimique. Et à partir de ce gaz naturel, on fabrique de l'ammoniac. D'accord, qui est la base de l'engrais. Qui est la base de l'engrais. Alors juste pour dire, bon, c'est aussi dans les transports après, en Europe, on a les procédés les plus propres au niveau de la fabrication de l'ammoniac, puisqu'on fabrique essentiellement à partir du gaz naturel. En Chine, on utilise essentiellement, et on continue d'investir dans ces technologies, le process de fabrication à partir de charbon, et on émet 3,5 fois plus de gaz à effet de serre en Chine qu'en Europe. Pour fabriquer la même quantité. D'accord. Donc ça veut dire 7 tonnes de CO2 pour une tonne d'azote. Bon, très bien. Dites-nous alors justement, qu'est-ce que vous faites pour réduire votre empreinte carbone dans les engrais? Nous, effectivement, on a 3 grands facteurs d'émissions, 3 étapes, je dirais, dans lesquelles on a des émissions. Voilà, industrie, transport, agriculture, on va essayer de passer en vue un petit peu tout ça. Vous donner quelques chiffres. Premier résultat, premier engagement de l'industrie, et puis premier résultat, effectivement. Depuis 2005, entre 2005 et 2015, réduction de 75% des émissions de gaz à effet de serre dans la production française des engrais. 75%. 75%. C'est crédible. Facteur 4. Facteur 4. Comment? C'est crédible, c'est sérieux. Vous avez rien. C'est pas moi qui le dis, enfin là ça n'a pas été rappelé, mais vous allez voir les chiffres du CITEPA, donc Centre technique d'études de la pollution atmosphérique. Donc vous regardez, il y a une ligne engrais azoté, enfin c'est pas tout à fait si simple que ça, mais on peut trouver la ligne engrais azoté, il y a plusieurs choses au sein de l'industrie chimique. La ligne, effectivement, émissions de gaz à effet de serre pour nos productions en France, c'est moins 75%, c'est facteur 4. Alors comment vous avez fait ça?
Alors il y a comme j'ai dit, il y a deux étapes de production. Il y a le premier que j'ai expliqué, fabrication de l'ammoniac à partir de gaz naturel. Bon, ça c'est assez compliqué parce que les usines sont quand même performantes, voire très performantes. On est proche de l'optimum théorique, donc on ne fera pas mieux que la nature, je dirais, puisqu'on est quasiment aux émissions qui sont théoriquement possibles. Il y a un deuxième gaz à effet de serre qui est émis dans la production des engrais. On peut presque dire qu'il était émis dans la production des engrais, c'est le protoxyde d'azote, le N2O, qui est produit lors de la deuxième étape de fabrication pour les engrais qu'on fabrique en France, à savoir on fabrique de l'acide nitrique, qui va servir après à fabriquer de l'ammonitrate. Et donc sur l'acide nitrique, effectivement, c'est une opération de combustion, en fait, on brûle de l'ammoniac pour en faire de l'acide nitrique, et lors de cette opération de combustion, on a des gaz parasites qui sont le protoxyde d'azote. Et c'est un gaz qui a un pouvoir réchauffant 300 fois le pouvoir réchauffant du CO2. Et vous avez réussi à éliminer ce protoxyde d'azote? Et donc on a mis au point, c'est l'industrie chimique elle-même qui a mis au point des catalyseurs, qui sont des espèces de grillages, si vous voulez, essentiellement à base de platine et de métaux semi-précieux. Et ces catalyseurs ont été incorporés dans les installations, ce qui n'était pas toujours facile, il n'y avait pas toujours la place pour les mettre physiquement dans les installations. Et ces catalyseurs permettent d'éliminer quasiment 100% de ces gaz à effet de serre. Ah, en fait, vous le capturez, c'est ça, vous le piégez? On le retransforme. C'est-à-dire on le retransforme essentiellement en azote. C'est-à-dire l'azote qui est déjà présent dans l'air. Vous le récupérez, vous le transformez immédiatement en azote, c'est ça? C'est vous avez une espèce de... Comment je peux vous expliquer? Une espèce de grande cheminée, de grand tuyau, dans lequel vous avez une combustion en bas, vous amenez l'ammoniac et de l'air en fait. Et vous avez au-dessus donc un catalyseur qui permet déjà d'améliorer la réaction qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire la transformation en acide nitrique. On a rajouté un deuxième catalyseur par-dessus et qui fait une deuxième réaction chimique et qui prend tout ce protoxyde d'azote et qui le transforme en azote de l'air et donc qui est rejeté ensuite. D'accord, là c'est l'essentiel des 75%, c'est comme ça. Voilà, et donc on a réduit pratiquement de 100% les émissions de N2O, on est pratiquement arrivé à zéro. Et on a réduit à peu près de 10, à peine 10% les émissions de CO2 liées à l'ammoniac. Alors, comme je l'ai dit au début, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est la sécurité alimentaire. Donc on a comparé 3 hectares de blé, un qui est fertilisé avec de l'urée, un fertilisé avec de l'ammonitrate qui bat tous les records puisqu'on est à 30 personnes nourries par hectare et par an, et puis un sans fertilisation. On est effectivement à 16 personnes nourries par hectare et par an, c'est-à-dire à peu près moitié moins. Bon, ça confirme aux chiffres à l'échelle microscopique, je dirais, à l'échelle de l'hectare, ça confirme les indications qui sont données par la FAO qui dit que les engrais sont responsables d'à peu près la nourriture et l'alimentation de la moitié de la population mondiale. On est à peu près dans les mêmes. Donc si on abandonnait les engrais, là, on pourrait nourrir que 16 personnes, par exemple. On aurait des assiettes à moitié remplies. Vous êtes parmi l'ensemble des secteurs le seul à être soumis à quota de CO2. Après un certain nombre d'années, comment vous jugez ce marché du CO2 et tout compte fait, quand on voit les résultats que vous avez obtenus, qui sont quand même spectaculaires, est-ce que tout compte fait, ça n'est pas la solution? Est-ce que dans ce débat de la COP21 où on parle quand même du marché du CO2, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage le généraliser? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes concernés, vous, les autres ne le sont pas, d'autres secteurs ne le sont pas. Quel jugement vous avez par rapport à ce marché du CO2? Ce système, c'est ce que vous avez souligné au début de la question, ce système est efficace. Oui. Et il est de toute façon incitatif, quel que soit le prix du carbone. Premier point. Deuxième point, c'est pas appliqué dans les autres pays. Donc nous, c'est payer des investissements, on a des produits qui sont très performants. Pourquoi c'est pas appliqué dans les autres pays? Parce qu'il n'y a que l'Europe qui a ce système-là. Donc nous, si vous voulez, quand vous livrez une tonne d'engrais fabriquée en France, et à côté vous livrez une tonne d'engrais fabriquée n'importe où ailleurs, avec des procédés moins écologiques, personne ne fait la différence. Et il n'y a pas de rémunération, et vous l'importez sans avoir la contrainte. Nous, ce qu'on a proposé, c'est que... donc ça, c'est le premier point, c'est la distorsion de concurrence. Et nous, on a proposé, pour compenser ça, en plus du système CO2, de dire que
on ne peut vendre en Europe, on ne pourrait vendre en Europe, enfin, en tout cas c'est notre demande, que des produits qui sont fabriqués avec les procédés qu'on a mis en place en Europe. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Initialement, on m'avait répondu c'est une barrière douanière. Mais je ne sais pas, sur les automobiles, il y a une norme Euro 5. Est-ce que vous avez le droit de vendre encore des voitures qui sont à norme Euro 1? Réponse non. Donc si vous avez une norme interne à l'Union Européenne, une norme technique, hein, pas une norme, pas une barrière douanière. Comment? On pourrait mettre une norme technique. On peut mettre une norme technique. Si on dit, voilà, le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, en disant on ne peut pas utiliser en Europe un engrais qui a émis pour sa production plus de 2,5 tonnes, le chiffre que j'ai donné au début, c'est tout à fait possible. Ça barre la route, effectivement, à toutes les importations de Chine. Et les politiques, quand vous leur dites ça, qu'est-ce qu'ils répondent? On revient à COP21. Non, mais il va y avoir la COP21, on va avoir un accord international, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais ça fait quand même, juste pour dire que le protocole de Kyoto, il est terminé depuis 2012. Et ça, ces mesures-là de système de quota ETS, c'est conforme, enfin ça a été mis au point sur la base du protocole de Kyoto. Donc c'est pour dire que les autres pays sont très loin d'arriver, même au niveau de l'Europe. Dans le secteur de la semence, deux choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, j'allais dire pareil, à l'usine, et qu'est-ce qu'on peut faire dans la semence, dans le service proposé aux agriculteurs? D'abord, on n'est pas un secteur d'activité qui émet, je pense, des grosses quantités de gaz à effet de serre comme les engrais. Donc, nos usines, ce ne sont pas des usines qui peuvent investir, par exemple, des 35 millions d'euros d'investissement pour investissement industriel. On est sur une autre échelle tout à fait. Néanmoins, on a une façon de travailler, on est très très attentif à tout ce qui est gaz à effet de serre, économie d'énergie et autres dans les usines, à la fois dans l'esprit du respect de l'environnement et aussi dans un esprit de saine gestion et d'économie. Donc les semences peuvent avoir un effet en regard de la COP21 sur les deux tableaux qui sont l'atténuation de la réduction, l'atténuation de l'effet de serre, c'est-à-dire la baisse des gaz à effet de serre, et aussi sur l'atténuation et l'adaptation aux excès climatiques qui se passent et qui sont à venir aussi. Donc sur l'atténuation, la baisse des gaz à effet de serre dans les usines, c'est de consommer moins d'énergie renouvelable. Donc, par exemple, en semences de maïs, qu'on est obligé de récolter entre 28 et 35% d'humidité, contrairement au maïs grain qu'on essaie de récolter le plus sec possible pour avoir le moins de frais de séchage. Les semences de maïs, ce sont des produits fragiles. On les récolte assez humides et on les sèche nous-mêmes très doucement, de manière à préserver le germe et toutes les qualités de la semence. Donc, ça demande ça de l'énergie pour les sécher. Et de plus en plus, depuis 3 ans, sont apparus sur le marché des chaudières à rafle en maïs. Donc ça, c'est une économie de gaz propane ou de fioul. Après, il y a autre chose qu'on a mis en place, c'est la récupération et le recyclage de tous les emballages usagés de semences. Donc on a commencé à récupérer des big bags en 2009. Aujourd'hui, on est à 96% des big bags récupérés et recyclés. Je vais passer à la sélection, qui est vraiment le cœur de notre métier. On sait très bien que les surfaces agricoles n'augmentent pas, elles ont plutôt tendance à diminuer. On sait qu'il va falloir augmenter la production, donc on est obligé d'augmenter la production à l'hectare pour éviter par exemple les déforestations. Ça paraît un peu lointain de chez nous, mais c'est vrai qu'on raisonne comme ça quand on raisonne rendement par surface. Alors, on a un autre axe de sélection pour réduire les gaz à effet de serre, c'est évidemment d'apporter moins de produits chimiques à l'hectare, puisque ça fait appel à la pétrochimie, et puis que c'est un coût pour l'agriculteur. Donc, on travaille beaucoup sur les résistances aux maladies et même aux insectes. On arrive même à obtenir des plantes résistantes aux insectes. Et ça, ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on a obtenu comme résultat. Maintenant, les programmes qui sont en cours maintenant, ils sont faits pour s'adapter
à toutes les variations du climat qui vont nous arriver, qui nous impactent de plus en plus. Donc c'est l'adaptation des plantes aux conditions extrêmes, c'est-à-dire des excès de chaleur, des excès de sécheresse, et aussi les alternances de chaleur, de trop d'eau et de pas assez d'eau. Et puis la dernière chose qu'on aura, c'est que les zones de culture risquent de se déplacer. On peut imaginer d'avoir demain davantage de culture tropicale en France ou enfin, dans des zones dont elles étaient absentes jusque-là. Champagne en Angleterre. Ce qui veut dire que... C'est pas possible. Non. Mais ce qui veut dire quand même qu'il faut les adapter. Il faut adapter les variétés pour avoir des variétés vraiment adaptées à nos agriculteurs. Voilà. Donc moi je suis le directeur de la Fédération Entrepreneurs des Territoires pour les travaux agricoles, forestiers et ruraux. Alors je ne vous parlerai pas de forestier et de rural, je parlerai que d'agricole. Ça, c'est ce que veulent les entrepreneurs, donc les adhérents de ma fédération, en termes de machinisme. Ce qu'ils veulent, c'est de la fiabilité, un rapport qualité-prix, de la performance, du service après-vente, de la sécurité, la consommation de carburant. Hein, ça pèse rien. Voilà. Donc une machine, ils ne l'achètent pas en fonction de la consommation de carburant. Ils l'achètent d'autant moins aujourd'hui en fonction de la consommation de carburant que le GNR est à moins de 50 centimes, c'est en ce moment qu'il faut acheter. Et ça baisse tous les jours. Mais ils s'en fichent. Franchement, c'est pas un critère. C'est pas qu'ils s'en fichent, c'est que dans l'ordre des facteurs, on est sur ça. Après, je reviendrai là-dessus, mais c'est ça c'est l'énergie directe, c'est la préoccupation. D'abord, il faut que la machine marche. Donc le choc est là, le premier message, c'est que la révolution aujourd'hui, elle est dans l'intra-parcellaire. C'est plus la parcelle derrière chez Maurice fait 60 quintaux, c'est super. Non, on n'en est plus là. Le rouge, c'est de 14 à 16 tonnes à l'hectare. Et quand on est à 0,88 à 3 tonnes à l'hectare, c'est du bleu. Il y en a aussi, hein. Donc en fait, l'intraparcellaire, ça, c'est ce qui est en train de tout bouleverser à une vitesse grand V. Ça, c'est la cartographie de la récolte. Et qu'est-ce que ça change dans votre travail, j'allais dire en termes de climat? Alors ça, nous, on cherche à le vendre, à le vendre à ceux-là. Oui, ils ne veulent pas l'acheter pour l'instant. Ah, non, parce que c'est trop cher. Non, ça, ils ne veulent pas l'acheter. Ils veulent pas l'acheter. Non. Donc on la garde pour nous. Ça s'appelle de la data. Voilà. Donc c'est en train de bouger tout doucement. Je vais y venir juste après. Alors la diapo suivante, ça c'est une tablette, avec, vous avez en haut le semoir. Donc je savais bien qu'on avait des questions d'engrais, etc. Donc le semoir, donc c'est ce que va apporter le semoir. Donc il y a toutes les indications. Et en dessous, la parcelle. Donc en fait, sur le même écran, vous avez tout à la fois ma machine qui fonctionne et en dessous, ma parcelle telle qu'elle est. Et grâce à ça, on peut réduire les doses très fortement? Déjà, il y a un confort de travail qui est quand même extrêmement important. Et puis ensuite, ça évite, c'est ce dont on parlait au téléphone, ça évite de recouper. Aujourd'hui, il n'y a plus de chambre blé, où on voit le recoupement de l'épandage d'engrais. Recouper, c'est remettre dessus, hein, là on est déjà passé. Quoi. Le truc, c'est simple, ça recoupait, et là où ça recoupait, qu'est-ce qui se passait? Ça versait. Donc ça arrange personne. Qu'est-ce qu'ils disent vos clients quand vous leur dites j'ai un matériel meilleur pour le climat, mais ça va te coûter un peu plus cher? Ils préfèrent moins cher. Voilà. Le mec il dit non quoi. Non, mais si c'est posé comme ça, il va dire non. En revanche, du coup, vous le proposez comment? En revanche, si le conseiller vend à l'agriculteur, on va faire comme ci, on va faire comme ça, et c'est un tel qui va faire le boulot et tout va bien se passer, ça se passe mieux. Il faut s'y mettre à plusieurs. Mais là, on lui demande plus son avis, on lui dit il faut faire comme ça. Non, on lui demande son avis, mais comment dire, ce qui se passe dans toutes ces affaires-là, c'est d'abord le conseil. C'est la révolution du conseil économique. Et d'abord ça. Le client est environné d'un certain nombre de personnes, de conseillers. Ensuite, il va peut-être demander à son copain qui l'a fait si ça marche. D'où l'utilisation des réseaux sociaux, qui sont en train de bouleverser aussi sur ces questions-là beaucoup de choses. Parce qu'ils se parlent entre eux. Le simple fait de monter un guidage sur un appareil de traitement ou d'épandage fait gagner non seulement du temps, mais économise sur la matière. Donc quand on arrive dans du gagnant-gagnant, on peut y arriver. Là, mais ça, il faut arriver à le prouver. Il y a des enquêtes que vous suivez peut-être du CES, du SSP, sur l'évolution des pratiques culturales. On voit que ça bouge, mais ça bouge
Doucement. Est-ce que globalement, par rapport à la géolocalisation, aux techniques intraparcellaires, les entrepreneurs de travaux agricoles sont un peu plus équipés que la moyenne dans les exploitations agricoles? Ça se dit, et c'est le cas, et c'est pas les entrepreneurs, c'est les jeunes. On a à peu près 25% des salariés, ça j'aurais pu vous le mettre, qui ont moins de 25 ans. Donc eux, si la bécane n'a pas de tablette, c'est une bécane de vieux. Voilà. Donc eux, ça fait partie de leur ADN. Et eux, mais ils ont quand même besoin de formation aussi, c'est ça. Parce que, mais ça c'est eux qui sont en train de faire la révolution pour le climat. C'est eux. Allez, on termine là. Merci, on peut remercier Marc. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.